La neige tombait sans discontinuer depuis des heures lorsque Manon Dubois engagea sa vieille Renault 4 sur le parking de l'auberge de l'Étoile. L'endroit n'avait rien d'attrayant, un simple bâtiment de plain-pied, une petite auberge de campagne, avec sa façade défraîchie d'une couleur turquoise écaillée par les hivers successifs et une enseigne au néon clignotante qui proclamait « complet, à moitié éteint », ne laissant visible qu'un « compagnie lette » fantomatique. Une lueur orangée se projetait sur la couche de neige fraîchement déposée, créant une atmosphère à la fois irréelle et lugubre. Mais ce n'était pas cher, et surtout, il y avait de la place. Pour l'instant, c'étaient les deux seuls critères qui comptaient vraiment. Manon resta un instant assise dans sa voiture, le moteur tournant encore, le chauffage soufflant un air tiède qui ne parvenait pas à chasser le froid glacial qui s'était insinué jusqu'à la moelle de ses os. C'était un froid intérieur, celui de la solitude et de la peur, bien plus pénétrant que la morsure du vent d'Auvergne. Sur la banquette arrière, enveloppée dans une douce couverture bleue, sa fille de 3 mois, Chloé, dormait paisiblement, inconsciente du cataclysme qui venait de bouleverser son minuscule univers. Hier matin encore, Manon s'était réveillée dans la maison qu'elle avait partagée avec son mari, Lucas, pendant 3 ans. Une maison remplie de projets, de rires et de l'odeur du café du matin. Hier après-midi, elle avait apposé sa signature au bas des papiers du divorce dans le bureau glacial d'un avocat, sa main tremblant si fort qu'elle avait à peine pu former les lettres de son nom. Hier soir, elle avait entassé tout ce qu'elle pouvait dans sa vieille berline, des vêtements, des jouets pour Chloé, quelques photos et les débris de sa vie, et elle avait quitté le seul foyer que sa fille ait jamais connu, les phares de la voiture balayant une dernière fois la porte fermée. Lucas n'avait pas lutté pour la garde. Il n'avait lutté pour rien, en réalité. La vérité, c'est qu'il avait déjà quitté leur mariage bien avant que les papiers du divorce ne soient déposés. Quand Manon était tombée enceinte, son enthousiasme avait été plus que modéré. À la naissance de Chloé, il avait été présent physiquement, mais absent de toutes les manières qui comptaient. Et il y a 3 semaines, lorsque Manon avait découvert sa liaison avec une collègue, il avait simplement haussé les épaules et murmuré, peut-être que ça ne marchait plus, tout simplement. Comme si leur mariage, leur famille, leur bébé, n'était qu'un programme informatique défaillant, un bug à corriger, plutôt que de vraie vie. De vrais cœurs, de vrais avenirs suspendus à un fil. Manon n'avait pas de famille à proximité. Ses parents étaient décédés il y a des années dans un accident de voiture, et sa seule sœur vivait à l'autre bout de la France, avec sa propre famille, ses propres problèmes. Elle avait des amis, bien sûr, mais l'idée de s'imposer à eux avec un nouveau-né, d'avoir à expliquer encore et encore ce qui s'était passé, de voir la pitié dans leurs yeux, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter en ce moment. Alors, la voilà, dans une auberge de bord de route à près de 100 km de tout ce qu'elle avait un jour appelé « chez moi », avec un bébé endormi, 2 valises et environ 800 € en poche en attendant de pouvoir accéder au compte joint, que l'avocat de Lucas contestait actuellement. Elle coupa le moteur. Le silence soudain fut assourdissant, seulement brisé par la respiration douce et régulière de Chloé. Puis, rassemblant son courage comme on enfile une armure, elle emmitoufla soigneusement sa fille contre le froid, son petit corps chaud contre le sien, un poids précieux et terrifiant à la fois, et se dirigea vers le bureau de l'auberge. La gérante était une femme d'une 60aine d'années, Monique Martin, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes de lecture suspendues à une chaîne de perles autour de son cou. Elle observa Manon, l'épuisement visible dans chaque trait de son visage, le bébé tenu de manière protectrice contre sa poitrine, le sourire désespéré qui ne parvenait pas à masquer la panique, et son expression s'adoucit. « Il n'y a que vous deux, ma petite dame ?» demanda-t-elle doucement, avec un léger accent du terroir. « Juste nous deux », confirma Manon, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. « Pour combien de nuits ?» Manon hésita. L'avenir était un brouillard si épais. On pourrait commencer par 3 nuits, et on verra ensuite. La femme hocha la tête, sans le moindre jugement. Pas de souci, ma chère. Je vous mets dans la chambre 7. Elle est au calme, loin de la route. Il y a un micro-ondes et un petit réfrigérateur. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est propre. C'est parfait. Merci. Tandis que Manon remplissait la fiche d'inscription, la femme ajouta, il y a un client dans la chambre 8, mais il est très discret. Il reste dans son coin. Vous ne devriez pas être dérangé. Manon hocha la tête, reconnaissante pour ses petites attentions. La dernière chose dont elle avait besoin était un voisin bruyant. La chambre 7 était exactement comme décrite, sans fioritures, mais propre.
Un lit double avec un couvre-lit usé mais fraîchement lavé qui sentait la lessive, une petite table et une chaise, une télévision qui semblait dater des années 90, et une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. Mais le chauffage fonctionnait, un radiateur électrique qui ronronnait doucement, la porte se verrouillait solidement, et lorsque Manon déposa délicatement Chloé sur le lit, entourée d'oreillers comme une forteresse de fortune, sa fille continua de dormir paisiblement. Manon s'assit sur le bord du lit et s'accorda exactement 3 minutes pour pleurer. Des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues tandis qu'elle pressait sa main sur sa bouche pour ne pas faire de bruit qui pourrait réveiller Chloé. 3 minutes pour reconnaître la peur, l'épuisement, l'incertitude écrasante de tout ce qui l'attendait. Puis elle s'essuya le visage, prit une profonde inspiration tremblante, et se mit au travail pour rendre cette chambre vivable, pour aussi longtemps qu'elle devrait y rester. Elle était en train d'organiser les affaires de Chloé et les couches, le lait en poudre, les petits vêtements pliés sur la chaise quand elle l'entendit. Un bruit provenant de la chambre voisine. Pas fort, pas dérangeant, juste le son étouffé de quelqu'un qui bougeait, un plancher qui craquait. Son voisin de la chambre 8. Manon se surprit à espérer que qui que ce soit, il resterait un inconnu. Elle n'avait pas l'énergie pour les conversations de politesse ou les explications. Chloé se réveilla vers minuit, affamée et grognon. Manon lui donna le biberon, la changea, parcourut la petite pièce en long et en large avec sa fille contre son épaule, fredonnant doucement une berceuse. À travers les murs fins, elle pouvait entendre la télévision dans la chambre d'à accent grave côté, le volume très bas. Au moins, son voisin était éveillé lui aussi. D'une certaine manière, cela la faisait se sentir un peu moins seule dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain matin, Manon fut réveillée par la pâle lumière d'un soleil d'hiver filtrant à travers les rideaux et par les pleurs insistants de Chloé. Elle avait dû dormir 4 heures en tout, par brèves intermittences entre les tétées. Son corps était endolori, ses yeux piquaient, et pendant un instant, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout revint en une vague brutale. Le divorce, l'auberge, l'avenir incertain qui s'étendait devant elle comme une route enneigée et sans fin. Elle s'occupa de Chloé, puis réalisa qu'elle avait besoin de provisions, des couches, du lait, quelque chose à manger pour elle-même. Il faudrait qu'elle s'aventure dehors, qu'elle trouve un magasin, qu'elle navigue dans le monde avec son nourrisson tout en prétendant que tout allait bien. Alors qu'elle emmitouflait Chloé et se préparait à affronter la journée, elle ouvrit sa porte et faillit entrer en collision avec l'homme qui sortait de la chambre 8. « Oh, pardon, je suis vraiment désolé, » dit Manon rapidement, reculant d'un pas. L'homme était grand, probablement dans la quarantaine avancée, avec des cheveux sombres qui touchaient le col de sa chemise et des yeux d'une surprenante bienveillance. Il portait un jean et un manteau sombre, et se tenait avec une assurance tranquille qui suggérait qu'il avait l'habitude de maîtriser les situations. « Il n'y a pas de mal, » dit-il, sa voix basse et calme. Il jeta un coup d'œil à Chloé, blottie dans son porte-bébé. « Vous sortez ? » « Je dois juste trouver une épicerie, » dit Manon, se sentant soudainement gênée. Elle devait avoir l'air aussi épuisée qu'elle se sentait. Il y a une petite supérette à environ 3 km sur la route principale, offrit l'homme. L'épicerie du coin. Elle n'est pas grande, mais vous y trouverez l'essentiel. Merci, dit Manon, reconnaissante. Il hocha la tête, commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Je m'appelle Stéphane, au fait. Stéphane Moreau, chambre 8. Manon, et voici Chloé. Enchanté de vous rencontrer toutes les deux, dit Stéphane. Et quelque chose dans son ton laissa penser à Manon qu'il le pensait vraiment. Puis il se dirigea vers sa propre voiture et Manon vers la sienne. Le trajet jusqu'à l'épicerie du coin prit plus de temps que prévu. Tout prenait plus de temps que prévu avec un bébé, Manon était en train de l'apprendre. Mais elle réussit à trouver ce dont elle avait besoin. La caissière fut aimable et serviable, emballant soigneusement ses courses et lui proposant même de les porter jusqu'à sa voiture en voyant Manon jongler avec le porte-bébé et les sacs. Quand elle retourna à l'auberge, elle vit que la voiture de Stéphane était toujours sur le parking. Alors qu'elle se débattait avec les sacs de courses et le siège auto, il sortit de nouveau de sa chambre. « Je peux vous aider ?» proposa-t-il, s'avançant déjà vers sa voiture. L'instinct de Manon fut de refuser, d'insister sur le fait qu'elle pouvait se débrouiller. Mais la vérité, c'est qu'elle ne le pouvait pas. Pas facilement. Et il y avait quelque chose dans la manière de Stéphane qui semblait sûr, sans menace. Ce serait merveilleux, en fait, admit-elle. Stéphane prit les sacs les plus lourds tandis que Manon portait Chloé et les articles plus légers.
Il la suivit jusqu'à la chambre 7 et posa tout sur la petite table. « Merci beaucoup, dit Manon. J'apprécie vraiment. » Ce n'est rien, l'assura Stéphane. Il parcourut la pièce du regard, observant les affaires de bébé éparpillées sur toutes les surfaces disponibles, les valises encore à moitié défaites. Son expression était pensive, mais pas critique. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Je suis là pour un moment, je travaille à distance principalement, alors n'hésitez pas. » Après son départ, Manon se surprit à s'interroger sur son mystérieux voisin. Qu'est-ce qui amenait un homme comme lui dans une auberge de bord de route pour un séjour prolongé? Il semblait professionnel, soigné, pas le genre de client auquel elle se serait attendue dans un endroit comme celui-ci. Mais après tout, elle n'était pas non plus une cliente typique. Tout le monde ici avait probablement sa propre histoire, ses propres raisons d'avoir besoin d'un refuge temporaire. Au cours des jours suivants, une routine tranquille s'installa. Manon se concentra sur les soins de Chloé, sur l'aménagement de la petite chambre pour la rendre aussi confortable que possible, sur la recherche en ligne d'emploi et d'appartements qu'elle pourrait se permettre. Elle eut plusieurs conversations téléphoniques avec l'avocat de Lucas pour accéder à leur fonds commun et se heurta à des délais et des excuses qui lui donnèrent envie de hurler de frustration. Stéphane restait une présence courtoise mais distante. Ils échangeaient de brèves salutations lorsqu'ils se croisaient, de petites conversations sur le temps ou des indications sur les services locaux. Il ne se montrait jamais indiscret, ne posait jamais de questions sur la raison pour laquelle une jeune mère avec un nourrisson vivait seule dans une auberge. Cette distance respectueuse était quelque chose que Manon appréciait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Le 4e soir, alors que Manon revenait d'une autre course à l'épicerie, elle vit Stéphane assis sur les marches devant sa chambre, malgré le froid, parlant au téléphone. Sa voix était basse, mais elle capta des bribes de la conversation en s'approchant. « Comprends que le calendrier est serré. »« Oui, j'y travaille. L'équipe sait quoi faire. J'aurai tout préparé pour la date limite. » Il remarqua son approche et termina rapidement son appel. « Désolé, un appel professionnel, » expliqua-t-il avec un léger sourire. « Ne vous excusez pas, dit Manon. C'est plutôt à moi de m'excuser si Chloé vous a empêché de dormir. Je sais qu'elle pleure parfois la nuit. Je l'entends à peine, l'assura Stéphane. Et même quand c'est le cas, ça ne me dérange pas. Les bébés pleurent, c'est ce qu'ils font. Il y avait quelque chose dans son ton, une pointe de connaissance personnelle qui rendit Manon curieuse. Mais avant qu'elle ne puisse trouver un moyen poli de poser une question, Chloé se mit à s'agiter dans son porte-bébé. « Je devrais la rentrer et lui donner à manger, » dit Manon. Stéphane hocha la tête. « Bonne soirée. » Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, Chloé se réveilla avec de la fièvre. Manon pouvait sentir la chaleur irradier de son petit corps, et la panique lui serra immédiatement la poitrine. Elle avait géré les grognements habituels, les pleurs normaux de bébé, mais cela semblait différent. Cela semblait sérieux. Elle prit la température de Chloé avec le thermomètre qu'elle avait heureusement pensé à emporter, 39 degrés. Pour un bébé de 3 mois, c'était préoccupant. Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle essayait de se souvenir de ce que son pédiatre avait dit sur les fièvres infantiles. Devait-elle aller aux urgences, donner un médicament, attendre et voir? Elle appela le numéro d'aide médicale, mais après 15 minutes en attente, elle n'avait toujours personne au bout du fil. Les pleurs de Chloé devenaient de plus en plus angoissées, et Manon sentit sa propre panique monter. Sans vraiment y penser, elle se retrouva devant la chambre 8, frappant doucement à la porte. Stéphane répondit rapidement, comme s'il avait été réveillé. Il lui suffit d'un regard sur le visage de Manon, la peur, l'épuisement, la panique à peine contenue pour que son expression change et devienne immédiatement soucieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix calme et posée. « C'est Chloé. Elle a de la fièvre, et je n'arrive pas à joindre la ligne d'assistance médicale. Et je ne sais pas si je dois l'emmener aux urgences ou si je réagis de manière excessive. Et je suis désolé de vous déranger, mais je ne sais pas quoi faire. » Les mots sortirent en un flot précipité, son sang-froid finissant par se fissurer. « Laissez-moi la voir, » dit Stéphane doucement. Entrant dans la chambre de Manon sans hésitation, il se lava soigneusement les mains dans le lavabo de la salle de bain, puis tendit les bras. Manon n'hésita qu'un instant avant de lui confier Chloé. Il la tint avec une aisance professionnelle qui surprit Manon, une main soutenant sa tête, l'autre vérifiant sa température au toucher.
Quand la fièvre a-t-elle commencé? Demanda-t-il. Je ne sais pas exactement. Il y a peut-être 1 heure. Je l'ai remarqué quand elle s'est réveillée en pleurant. D'autres symptômes? Toux, éruption cutanée, comportement inhabituel? Non, juste la fièvre et l'agitation. Stéphane réfléchit, tenant toujours doucement Chloé. À son âge, avec juste de la fièvre et aucun autre symptôme, vous devriez probablement la faire examiner. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais c'est probablement quelque chose de simple. Peut-être une otite ou un petit virus. Les urgences sont peut-être excessives s'il y a une maison médicale de garde à proximité. Il y en a une, dit Manon, reconnaissante de son évaluation calme. À environ 15 minutes d'ici. Ils sont ouverts jusqu'à 3 heures. Alors je pense que c'est votre meilleure option, dit Stéphane. Mais vous ne devriez pas conduire seul quand vous êtes aussi paniqué. Laissez-moi vous conduire. Je ne peux pas vous demander ça, protesta Manon, même si un immense soulagement l'envahissait à cette offre. Vous ne demandez pas. Je propose, dit Stéphane fermement. Donnez-moi 2 minutes pour prendre mon manteau et mes clés. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans la salle d'attente de la maison médicale de garde. Chloé s'était un peu calmée dans la voiture, bien que sa fièvre persistât. Stéphane avait conduit prudemment sur les routes enneigées, sans excès de vitesse, mais en les amenant là-bas en toute sécurité et efficacité. Merci, dit Manon à voix basse pendant qu'ils attendaient. Je sais que j'ai probablement surréagi, mais quand je l'ai sentie si chaude, j'ai juste. Vous avez fait exactement ce qu'une bonne mère doit faire, l'interrompit gentiment Stéphane. Dans le doute, faites-les examiner. C'est toujours la bonne décision. Manon l'étudia sous la lumière crue et fluorescente de la salle d'attente. On dirait que vous parlez d'expérience. Stéphane resta silencieux un moment, et Manon regretta immédiatement sa question personnelle. Mais ensuite il parla, sa voix douce. J'ai une fille, dit-il. J'avais une fille. Elle aurait eu 16 ans cette année. Le temps passé du verbe frappa Manon comme un coup de poing. Je suis tellement désolé, dit-elle doucement. Stéphane hocha la tête, le regard perdu dans le lointain. Leucémie. Elle s'est battue pendant 3 ans, mais à la fin. Il laissa la phrase en suspens, trop douloureuse pour être terminée. Elle s'appelait Grace. Et il y a eu beaucoup de nuits comme celle-ci, à courir aux hôpitaux, à essayer de rester calme alors que la terreur me rongeait de l'intérieur. Je ne peux même pas imaginer, dit doucement Manon. Ma femme n'a pas supporté, continua Stéphane, comme s'il avait besoin de raconter l'histoire maintenant qu'il l'avait commencée. Les traitements, les hôpitaux, voir notre fille souffrir. Elle est partie quand Grace avait 9 ans. Elle est juste partie un jour et n'est jamais revenue. Alors, il n'y avait plus que Grace et moi pendant ces dernières années. Les meilleures et les pires années de ma vie. Manon sentit des larmes lui piquer les yeux. Stéphane, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Il réussit à esquisser un petit sourire. Comment auriez-vous pu? Je n'en parle pas d'habitude. Mais être assis ici, à vous regarder avec Chloé. Ça a tout fait remonter. La peur, l'amour, le besoin désespéré de tout arranger, même quand on ne contrôle rien. C'est pour ça que vous êtes à l'auberge? Demanda Manon doucement. Vous voyagez? En quelque sorte, dit Stéphane. J'ai vendu ma maison il y a 2 ans. Trop de souvenirs, trop de vide. Je suis consultant en entreprise maintenant, principalement pour des entreprises technologiques en transition. Je voyage de ville en ville, je reste quelques semaines ou quelques mois pendant que je les aide à se restructurer, puis je repars. L'auberge de l'Étoile est bon marché et calme, et je n'ai pas besoin de grand-chose. Ça a l'air solitaire, observa Manon. Stéphane réfléchit. Ça l'est. Mais c'est une solitude que j'ai choisie. Ce qui, d'une certaine manière, la rend plus supportable que la solitude de rester dans une maison pleine de fantômes. Avant que Manon ne puisse répondre, une infirmière appela le nom de Chloé. Stéphane se leva avec elle, mais Manon secoua doucement la tête. Vous en avez déjà tant fait. Vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. Ça ne me dérange pas d'attendre, dit simplement Stéphane. Vous ne devriez pas avoir à faire ça seul. L'examen du médecin confirma l'évaluation de Stéphane.
Chloé avait une légère otite, facilement traitable avec des antibiotiques. La fièvre devrait baisser dans les 24 heures. Rien de grave, rien de mortel, juste un mal infantile courant qui semblait catastrophique à une mère effrayée et épuisée qui y faisait face seule pour la première fois. En retournant à l'auberge, Chloé dormant paisiblement dans son siège auto après avoir reçu un analgésique pour nourrisson, Manon sentit l'adrénaline s'estomper enfin, la laissant complètement épuisée. « Merci », dit-elle à Stéphane. « Pour tout. Pour avoir conduit, pour avoir attendu, pour avoir su quoi faire quand je paniquais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été là. » « Vous auriez trouvé une solution, dit Stéphane avec confiance. « Vous êtes une bonne mère, Manon. Je le vois bien. Vous auriez trouvé un moyen. » De retour à l'auberge, Stéphane aida à porter Chloé à l'intérieur, s'assurant qu'elles étaient bien installées avant de retourner dans sa propre chambre. Alors que Manon s'allongeait enfin, Chloé dormant paisiblement à côté d'elle sur le lit, elle pensa à ce que Stéphane avait partagé, à sa fille, à sa perte, à son isolement choisi. Elle pensa à sa propre situation, à la façon dont elle avait atterri ici. Et elle réalisa que parfois, la plus grande gentillesse vient des endroits les plus inattendus, de personnes portant leur propre fardeau lourd qui trouvent encore la force d'aider quelqu'un d'autre à porter le sien. Le lendemain matin, Manon se réveilla et trouva un sac accroché à la poignée de sa porte. À l'intérieur, il y avait du café chaud d'un bistrot local, encore fumant, et une boîte contenant des croissants et des pains au chocolat. Une note, écrite d'une écriture soignée, disait « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de ça après une nuit difficile. Stéphane. » Manon sentit les larmes lui monter aux yeux face à ce simple geste de gentillesse. Elle frappa à la porte de Stéphane pour le remercier, mais il n'y eut pas de réponse. Sa voiture était partie. Elle apprit plus tard par Monique, la gérante, qu'il avait une réunion tôt en ville. Au cours des semaines suivantes, une amitié inattendue se développa entre Manon et Stéphane. Pas intrusive, pas compliquée, juste deux personnes dans des chambres d'auberge adjacentes qui s'étaient retrouvées à s'entraider de manière modeste mais significative. Stéphane montra à Manon où trouver les meilleures ressources abordables en ville, la bibliothèque avec le Wi-Fi gratuit et les programmes pour enfants, le centre social qui offrait des cours pour parents et des groupes de soutien, l'église qui gérait une banque alimentaire sans jugement ni bureaucratie. Manon, en retour, ramena de la vie et un but dans l'isolement soigneusement contrôlé de Stéphane. Elle l'invitait à prendre un café sur les quelques marches devant sa porte lorsque le temps le permettait, Chloé gazouillant joyeusement dans son porte-bébé entre eux. Elle lui demandait conseil sur ses candidatures, sur la navigation dans la parentalité solo, sur les détails pratiques d'un nouveau départ. « Vous êtes doué pour ça », lui dit Manon un après-midi alors qu'il l'aidait à monter un lit de bébé d'occasion qu'elle avait réussi à acheter. Les conseils, le soutien. Vous devriez y penser professionnellement. Stéphane leva les yeux des instructions qu'il étudiait. Que voulez-vous dire? Travailler avec des familles, peut-être? Ou des parents célibataires? Vous avez cette façon de donner aux gens le sentiment d'être capables sans les faire se sentir jugés. C'est rare. Stéphane resta silencieux un instant, réfléchissant. J'ai toujours travaillé dans les affaires, dit-il lentement. Après la mort de Grèce, je me suis jeté dans le travail parce que c'était la seule chose qui avait un sens. Les chiffres, les systèmes, les problèmes avec des solutions claires. C'était plus facile que de gérer les émotions humaines désordonnées. Mais vous les gérez maintenant, souligna Manon. Avec moi, avec Chloé. Et vous le faites bien. Peut-être, admit Stéphane. Ou peut-être que vous rendez simplement facile de s'en soucier. Alors que l'hiver s'approfondissait, la situation de Manon s'améliora progressivement. L'avocat de Lucas débloqua enfin sa part de leur fonds commun, lui donnant assez pour trouver un petit appartement et survivre pendant qu'elle cherchait du travail. Elle trouva un poste dans une association caritative qui travaillait avec des familles déplacées. Ses propres expériences récentes la rendaient particulièrement empathique et efficace dans ce rôle. Mais même alors qu'elle se préparait à partir, à tourner la page et à commencer ce nouveau chapitre, l'idée de quitter l'auberge de l'Étoile et son voisin de la chambre 8 était accompagnée d'une pointe de tristesse inattendue. Ils étaient devenus le point d'ancrage l'un de l'autre dans la tempête. Le soir avant son déménagement, elle frappa à la porte de Stéphane. « Entrez, dit-il. » Sa chambre était un reflet de la sienne, mais plus spartiate, organisée avec une précision militaire. « Je suis venu vous dire au revoir, dit Manon. Et vous remercier encore une fois. Pour tout.
Je ne pense pas que j'aurais pu traverser ces dernières semaines sans vous. Vous m'avez aidé aussi, Manon, dit-il sincèrement. Plus que vous ne le pensez. Voir Chloé grandir chaque jour, vous voir vous battre et réussir. Ça a ramené un peu de lumière. Il y eut un silence, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Demanda Manon. Une autre ville, un autre contrat? Stéphane la regarda, un regard intense et réfléchi. En fait, je pense rester ici un peu plus longtemps. J'ai vu qu'il y avait un poste d'enseignant en gestion dans un lycée technique local. Ce n'est pas le monde des affaires, mais... Il haussa les épaules. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir et de commencer à construire quelque chose à nouveau. Peut-être qu'il est temps de gérer les émotions humaines désordonnées. Manon sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Je pense que ce serait une excellente idée. Les étudiants auraient de la chance de vous avoir. Et moi, j'aurais de la chance si peut-être je pouvais vous inviter à dîner, une fois que vous serez installé? Pour célébrer votre nouveau départ? La question était timide, presque incertaine, venant d'un homme si habituellement calme et maître de lui. C'était une question qui parlait non pas de la fin d'un séjour dans une auberge de bord de route, mais du début possible d'autre chose. J'adorerais ça, Stéphane, dit Manon, et pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne ressemblait pas à une route enneigée et solitaire, mais à un chemin qui s'éclaircissait, un chemin qu'elle n'aurait peut-être pas à parcourir entièrement seule. Devant eux, dans le silence de la campagne auvergnate, la possibilité d'un nouveau printemps commençait à poindre.